5 jeunes voyous ont pris pour cible une femme noire âgée et en situation de handicap dans une salle de restauration. Ils se sont figés sur place lorsque l'assiette en porcelaine tenue par son fils s'est brisée au sol, à quelques centimètres du fauteuil roulant, projetant des œufs brouillés et du café brûlant sur les chaussures de Dorothy. Un éclat de rire a aussitôt éclaté. « Oups, ma main a glissé », lança Tyler avec un sourire qui ne laissait aucun doute sur le caractère intentionnel de son geste. Ses 4 acolytes ont aussitôt éclaté de rire, frappant les tables comme s'il assistait à une scène de stand-up hilarante. Il était 9h04, un jeudi matin ordinaire au Miller Diner, un petit restaurant situé au cœur d'une ville texane où chacun connaissait son voisin. Ce jour-là, 5 jeunes hommes dans la vingtaine avaient décidé de transformer le petit déjeuner d'une femme de 72 ans en spectacle humiliant. Dorothy Patterson ne bougea pas. Elle regarda calmement les dégâts à ses pieds, avec une expression que seuls les observateurs attentifs pouvaient comprendre. Ce n'était pas de la surprise, mais une sorte de confirmation, comme si cette scène n'était qu'une preuve de plus venant valider ce qu'elle savait déjà. « Tout va bien, mamie ?» lança moqueusement l'un d'eux, le deuxième plus grand du groupe, en s'approchant avec des pas exagérément appuyés. « Tu veux de l'aide pour nettoyer ce bazar ? Ah, j'oubliais, tu peux même pas te pencher, hein ?» Cela faisait 40 ans que Dorothy venait au Miller Diner, 3 fois par semaine. Elle connaissait chaque fissure du comptoir en formica, chaque tache au plafond, chaque grincement de la porte d'entrée. Elle y avait travaillé pendant 20 ans comme serveuse, avant qu'un AVC, survenu à l'âge de 68 ans, ne paralyse partiellement son côté gauche, l'obligeant à prendre une retraite anticipée. Aujourd'hui, elle vivait modestement avec une maigre pension et le souvenir de jours meilleurs, à l'époque où elle portait 6 assiettes à la fois sans jamais rien renverser. Et les gars, matez ça. Elle porte encore ses vieilles chaussettes de contention, fit remarquer Connor en soulevant l'ourlet de son pantalon du bout du pied. Burke, c'est immonde, s'écria un autre. Le restaurant était à moitié plein. Une quinzaine de clients étaient assis, dispersés entre les tables et les banquettes. Tout le monde avait vu, tout le monde avait entendu. Personne n'était intervenu. Certains avaient détourné le regard, gênés. D'autres faisaient semblant d'être absorbés par l'écran de leur téléphone. La serveuse, une jeune fille à peine majeure, s'était figée, cafetière à la main. Mais quand Tyler lui lança un regard insistant, elle s'empressa de disparaître derrière le comptoir. C'était le problème dans les petites villes. Tout le monde connaissait ces garçons. Tyler et Brad étaient les fils de riches exploitants agricoles locaux. Connor travaillait chez le concessionnaire automobile de son père. Jack et Ryan étaient connus pour leurs soirées débridées et leurs multiples écarts de conduite, qui se concluaient toujours par une tape sur l'épaule et une discussion informelle avec le même shérif qui jouait au poker tous les samedis avec leurs parents. « Franchement, je pige pas pourquoi ce genre de vieille traîne encore ici », dit Jack, rejoignant ses amis qui encerclaient désormais la table de Dorothy comme une meute autour d'une proie vulnérable. Personne n'a envie de voir ça pendant son petit-déj. Dorothy leva enfin les yeux. Ses doigts, les seuls membres encore pleinement réactifs de son corps, se dirigèrent lentement vers le vieux sac accroché derrière sa chaise. Mais ce n'était ni pour prendre un mouchoir, ni pour sortir son portefeuille. Elle n'avait pas l'intention de régler l'addition et de s'en aller en silence. Elle attrapa son téléphone. À ce moment précis, quelque chose changea dans son regard. Un éclair de souvenir le traversa. 3 semaines plus tôt, dans ce même restaurant, Tyler avait, par inadvertance, bousculé son fauteuil. 2 semaines auparavant, Brad avait commenté à voix haute l'odeur de médicaments, suffisamment fort pour qu'elle entende. La semaine précédente, Connor l'avait filmé en train de lutter pour attraper le sucrier, avant de publier la vidéo dans ses stories avec la légende « Pauvre mamie, même le sucre lui échappe », accompagnée de plusieurs émojis moqueurs. Elle n'avait rien oublié. Chaque mot, chaque ricanement, chaque humiliation. Car Dorothy Patterson n'était pas simplement une vieille femme fragile. Elle était aussi la mère d'un fils qu'elle avait élevé seule, après la mort tragique de son mari dans un accident du travail. Un fils à qui elle avait appris à ne jamais tolérer l'injustice, à toujours se dresser face à ceux qui abusent des plus faibles. Et ce fils-là, devenu adulte, était exactement le genre d'homme que des parents comme ceux de Tyler, Brad, Connor, Jack et Ryan espéraient que leurs enfants ne croiseraient jamais. « Tu comptes appeler qui, mamie ?» lança Ryan en lui arrachant brutalement le téléphone des mains. « La police ? Mon oncle et le shérif, vieille folle. » Mais l'appel avait déjà démarré. En haut-parleur. Et à l'autre bout du fil, une voix grave et calme résonna dans tout le restaurant. « Maman, que se passe-t-il ?» Ryan baissa les yeux vers le téléphone, comme s'il venait de décrocher une grenade dégoupillée. « James ?» balbutia Dorothy, la voix tremblante mais ferme. « Encore ces garçons. Ils ont cassé mon assiette, sali mes vêtements, ils m'entourent. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes,
mais elles parurent suspendre le temps. « Tu es toujours au Miller dîner ?»« Oui. »« Ne bouge pas. J'arrive dans 10 minutes. » La communication s'interrompit. Ryan rendit le téléphone à Dorothy, maladroitement, l'assurant s'envoler. Tyler laissa échapper un rire nerveux. « Oh, quelle frayeur ! Le fils de mamie débarque. Il va faire quoi, hein ? Appeler nos darons ?» Il tenta de garder une contenance, mais une fissure apparaissait dans sa voix. Ce que les 5 jeunes ne savaient pas, parce qu'ils étaient trop jeunes, trop arrogants et bien trop sûrs de leur impunité, c'était qui était James Patterson. Mais ils allaient le découvrir. Dorothy, elle, demeurait immobile, le regard calme et un mince sourire aux lèvres, le premier de la matinée. Il y avait chez elle une sérénité inquiétante, comme si ces dernières 15 minutes n'étaient que le prélude à quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose qu'elle avait attendu, préparé, savamment nourri en silence. Les garçons commencèrent à échanger des regards incertains. Pour la première fois, ils ressentirent qu'ils avaient peut-être franchi une limite invisible. Dehors, un grondement de moteur lourd se fit entendre au loin. Ce n'était pas le bruit banal de la circulation texane. C'était plus profond, plus puissant, une vibration sourde qui faisait trembler légèrement les verres sur les tables. Et Dorothy, elle, n'avait pas bougé d'un centimètre. Dorothy était assise tranquillement, les mains posées sur ses genoux, les yeux rivés sur la porte d'entrée du restaurant. Elle semblait attendre quelque chose de puissant, comme une tempête qu'elle aurait elle-même appelée. Si cette histoire vous touche et que vous voulez savoir ce qui se passe quand le fils de cette femme arrive, pensez à vous abonner à la chaîne. Une Dodge chargée noire s'immobilisa devant le Miller S dîner avec une telle précision que les vitres en frémirent. Ce genre de voiture n'était pas habituel dans ce coin tranquille du Texas, encore moins conduite par quelqu'un du voisinage. James Patterson, 38 ans, descendit du véhicule. Il semblait taillé dans la pierre. Imposant, 1,90 m de muscles compacts, le crâne rasé, les bras couverts de tatouages qui racontaient des histoires que peu oseraient vivre. Mais ce n'était pas son physique qui impressionnait le plus. C'était la maîtrise absolue de ses mouvements, ce calme glacial propre aux hommes formés pour intervenir, pas pour hésiter. Tyler fut le premier à l'apercevoir à travers la vitrine. « Mec, mate la carrure de ce type. » James entra dans le restaurant avec la précision d'un homme en mission. En 2 secondes, son regard avait scanné la pièce. Il localisa les sorties, compta les clients, repéra les caméras de surveillance, avant de fixer les 5 garçons toujours groupés autour de la table de sa mère. « Maman », dit-il d'un ton étrangement doux en s'agenouillant à côté d'elle, observant les taches de café sur ses habits, les morceaux d'assiette au sol. « Tu n'as rien ? Tu es blessé ? » ?»« Non, mon fils. »« Maintenant que tu es là, tout va bien ?» répondit Dorothy en posant sa main tremblante sur sa joue. L'espace d'un instant, le regard de James s'adoucit. C'était le même qu'il avait, enfant, quand elle rentrait tard après une double journée de travail pour remplir le frigo. Puis, il se releva lentement, faisant face aux 5 jeunes hommes. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ici ?» Toujours aussi fanfaron, Tyler s'avança d'un pas. « Écoute, frérot, c'était juste une blague, ok ? Ta mère a un peu trop réagi, c'est tout. Une blague ? » répéta James, comme s'il goûtait le mot. « Bah ouais, c'est qu'une assiette, mec. On peut la payer. Mon père est le plus gros exploitant agricole du coin. » Brad tenta le ton de la suffisance, comme si l'argent effaçait l'humiliation. James ne répondit pas. Mais quelque chose en lui changea, un calme inquiétant, le genre de silence que précède toujours un orage. « Vos noms. Tous. »« Attends, t'es qui toi ?» lança Connor, hésitant. James s'avança d'un pas. Le silence retomba. James Patterson. Ancien militaire. 10 ans de service actif. 3 déploiements en Afghanistan, 2 en Irak. Aujourd'hui, je forme les unités spéciales. Et le week-end, je m'occupe de ma mère. Il marqua une pause. Maintenant, donnez-moi vos noms. Je ne le redirai pas. Le silence devint pesant. Même la serveuse cessa de faire semblant de nettoyer le comptoir. Tyler Morrison, murmura finalement le meneur, sa superbe évaporée. Les autres suivirent. Brad Hansen, Connor Wright, Jack Davison, Ryan Mitchell. James sortit son téléphone, non pas pour appeler, mais pour prendre des notes. Vos noms de famille, vos adresses, les noms de vos parents. Mec, c'est quoi ça, du harcèlement ? Protesta Jack. Le harcèlement, c'est ce que vous avez fait à ma mère. J'ai des témoins, des caméras, et surtout, la parole d'une femme qui me dit que ce n'est pas la première fois. Vous pouvez coopérer maintenant, ou je rends tout ça officiel. À vous de voir. C'est Ryan, le plus nerveux, qui craqua le premier.
Il commença à réciter ses informations comme un élève pris en faute. Les autres suivirent. Mieux valait céder. Pendant que James notait tout méthodiquement, Dorothy le regardait, un mélange de tristesse et de fierté dans les yeux. Elle se souvenait de ce jour où, à 7 ans, il était rentré de l'école avec un œil au beurre noir après avoir défendu un camarade harcelé. Il avait toujours été comme ça. Né pour protéger. C'est aussi pour cette raison qu'elle ne fut pas surprise quand, à 18 ans, il lui annonça qu'il rejoignait les Marines. « Tu n'as rien à prouver, mon fils », lui avait-elle dit ce soir-là, en serrant ses mains usées par les années de service. « Je ne veux rien prouver, maman. Je veux servir. Comme toi. » 20 ans plus tard, il servait encore, mais cette fois, c'était personnel. James rangea son téléphone. « Très bien. Maintenant, mettons les choses au clair. »« Aucun souci, on va payer l'assiette », lança Tyler, pressé de clore l'affaire. « Je n'ai pas terminé. » Sa voix claqua comme un ordre. « Premièrement, vous paierez non seulement l'assiette, mais l'intégralité du repas de ma mère et le nettoyage de ses vêtements. »« D'accord, pas de souci, » fit Brad, la voix tendue. « Deuxièmement, vous allez présenter de véritables excuses, pas un « désolé madame » lancé du bout des lèvres. Vous la regardez dans les yeux. Et vous vous excusez comme il se doit. Le silence s'alourdit. S'excuser vraiment, c'était reconnaître qu'ils avaient eu tort. Et ça, ils ne l'avaient jamais fait. Et troisièmement, je vais aller voir chacun de vos parents, en personne. Je suis sûre qu'ils seront ravis d'apprendre comment leur fils traite les personnes âgées dans un lieu public. Vous n'avez pas le droit de faire ça, s'écria Brad. Mon père va vous poursuivre. Pourquoi? Pour avoir signalé un crime? Article 47 du Code pénal texan, maltraitance envers personnes vulnérables. Vous risquez jusqu'à 10 ans de prison. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout? La menace n'était plus voilée. Et soudain, plus rien n'était drôle. Dorothy restait silencieuse. Mais en elle, un sentiment de soulagement montait. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la justice. Après 3 semaines d'humiliation et d'indifférence, elle voulait qu'ils comprennent que leurs actes avaient un prix. Elle avait élevé James seule, après que son mari ait perdu la vie sur un chantier. Elle avait travaillé dur, épargné chaque centime pour lui offrir un avenir. Et il ne l'avait jamais déçue. Il était devenu exactement l'homme qu'elle avait espéré. James fit un signe vers sa mère. « Vous pouvez commencer. » Elle attend. Tyler s'approcha, mal à l'aise. « Madame Patterson, je suis désolée. On a mal agi. Vraiment. » C'était mécaniquement récité, mais au moins c'était un début. Les autres suivirent, avec des excuses semblables, forcées et malhabiles. Quand Ryan eut terminé, Dorothy prit enfin la parole. « Vous croyez que je ne sais pas qui vous êtes? Vous pensez qu'une femme en fauteuil roulant est invisible ?» Sa voix était faible, mais portait la force de toute une vie. « Je travaillais ici avant même que vos parents ne soient adolescents. J'ai vu cette ville grandir. J'ai vu des gens bien, et d'autres moins. Vous faites partie de ceux qui ont tout, et qui ne respectent rien. » Jacques baissa les yeux. Pour la première fois, il semblait sincèrement honteux. Les autres n'attendaient qu'une chose, fuir cette situation humiliante. James posa la main sur l'épaule de sa mère. « Maman, on rentre. Je m'occupe du reste. » Tout en aidant Dorothy à se redresser, il se retourna une dernière fois vers les 5 jeunes hommes. « Vous avez 24 heures. Demain, à la même heure, je frapperai à la porte de chacun de vos parents. Profitez de ce laps de temps pour décider si vous préférez raconter la version qui vous arrange ou attendre que je raconte la mienne. » La menace n'était pas un vain mot. Il le savait, et tout le restaurant l'avait compris. Pendant que James poussait prudemment le fauteuil roulant de Dorothy vers la sortie, elle jeta un dernier regard en arrière. Les 5 garçons paraissaient rapetissés, non pas physiquement, mais comme si la réalité de leurs actes avait enfin percé la bulle de leurs privilèges. Dehors, alors que James installait le fauteuil dans la voiture aménagée qu'il avait achetée 2 ans plus tôt, Dorothy lui prit la main. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, mon fils. »« Bien sûr que si, maman. Tu m'as appris que garder le silence face à l'injustice, c'est en être complice. » Sur la banquette arrière, le sac de Dorothy était entrouvert. À l'intérieur, rangé soigneusement dans une pochette plastique, se trouvaient 3 semaines de documentation méticuleuse. Photos horodatées de chaque incident, enregistrements audio discrètement réalisés avec son téléphone et même des témoignages écrits d'habitués du restaurant qui avaient vu les mauvais traitements mais n'étaient jamais intervenus. Dorothy Patterson n'était pas une victime passive. Les années passées à vivre en tant que femme noire dans le Sud lui avaient appris que la justice ne tombe pas du ciel. Parfois, il faut la bâtir, brique par preuve, jusqu'à ce qu'elle repose sur des fondations impossibles à ignorer. Désormais,
Avec son fils à ses côtés et suffisamment d'éléments pour ternir la réputation de ses familles privilégiées, elle allait donner une leçon que ces garçons n'oublieraient jamais. Chaque nouvelle humiliation l'avait en réalité forgée. Une détermination silencieuse nourrie par l'injustice même qu'on cherchait à banaliser. Ce que ces jeunes n'avaient pas compris, c'est que chaque mépris gravait leur propre sentence. Et Dorothy était devenue la scribe patiente de cette condamnation. Heures plus tard, James tint sa promesse. Le premier arrêt fut la ferme des Morrison, une exploitation de 500 acres qui domine la campagne du comté depuis 3 générations. Monsieur Morrison ouvrit la porte, s'attendant à un commercial agricole. Lorsqu'il aperçut James Patterson, impeccable dans une tenue qui rappelait ses années de service, l'allure stricte et l'autorité naturelle, son visage se transforma. « Monsieur Morrison, je suis James Patterson. Nous devons parler de votre fils Tyler et d'un incident qui a eu lieu hier au Miller dîner. » La conversation dura 40 minutes. James n'éleva pas la voix, n'émit aucune menace. Il exposa les faits avec la rigueur d'un rapport. Date, heure, témoins, preuves photographiques que Dorothy avait rassemblées discrètement pendant 3 semaines. À la fin de l'entretien, Monsieur Morrison était livide. « Mon fils a fait ça à une vieille dame ? À ma mère ? Plusieurs fois ? » Les visites se succédèrent alors. La famille Hansen, puis les Wright, les Davison, enfin les Mitchell. Partout le même rituel, présentation calme, preuve irréfutable, explication détaillée des conséquences juridiques. Pendant que James menait son plan avec méthode, Dorothy ne resta pas oisive. Elle avait passé la nuit à assembler une documentation beaucoup plus vaste qu'on ne le croyait au départ. Sur la petite table de la maison, soigneusement ordonnée, se trouvaient 3 années de dossiers. Pas 3 semaines, mais 3 années complètes. La malveillance dont elle avait été la cible n'était pas récente, c'était une habitude. C'est 6 mois plus tôt que tout avait commencé à se dévoiler à elle. Madame Chen, une octogénaire coréenne de la paroisse, lui avait confié en passant que ses garçons s'étaient moqués de son accent au supermarché. Dorothy avait alors commencé à enquêter sérieusement. Des conversations avec d'autres personnes âgées révélèrent un schéma inquiétant. Tyler, Brad, Connor, Jack et Ryan entretenaient de longues habitudes d'intimidation ciblée, envers les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités, bref toute personne perçue comme vulnérable. « Maman, tu as tout rassemblé toute seule ?» demanda James en feuilletant un dossier de plus de 50 pages classé chronologiquement. « Mon fils, quand on est invisible aux yeux des gens, on voit des choses qu'ils ne veulent pas reconnaître, répondit-elle en ajustant ses lunettes. J'ai eu de l'aide. Cette aide prit la forme de Patricia Williams, une avocate retraitée de 68 ans que Dorothy connaissait à l'église. Patricia, dont le mari était décédé 2 ans plus tôt des suites de la démence, avait elle-même entendu Connor se moquer des troubles mentaux de son époux dans une pharmacie. Avec cette documentation et les éléments que James a trouvés, nous avons un dossier qui dépasse le simple incident isolé, déclara Patricia en parcourant les pièces d'un œil professionnel. Il y a un comportement récurrent. Nous pouvons poursuivre non seulement ces jeunes, mais aussi envisager la responsabilité des parents pour négligence dans la surveillance d'un comportement criminel répété. James regarda les 2 femmes travailler, sa mère et l'avocate, et ressentit, pour la première fois depuis des jours, autre chose que de la colère, de la fierté. Elles n'étaient pas des proies. Elles étaient des stratèges patientes. Il y a autre chose, dit Dorothy en ouvrant un tiroir et en sortant un petit enregistreur numérique que James lui avait offert à Noël et qu'elle avait pris l'habitude d'utiliser. Hier, quand ces garçons m'ont encerclé, j'ai lancé l'enregistrement. J'ai chaque mot, chaque rire, chaque menace. Sur l'enregistrement, on entendait clairement les voix des 5 jeunes. Les moqueries prenaient la forme d'un document sonore implacable. Une plaisanterie qui, une fois transcrite et horodatée, perdait tout prétexte d'innocence et révélait une cruauté calculée pendant ce temps. Chez les 5 garçons, la réalité commençait à s'infiltrer dans leur bulle de privilèges. Tyler se vit confisquer sa voiture par son père. Brad se vit interdire de sortir. Connor dut se déconnecter des réseaux sociaux. Jack et Ryan affrontèrent des conversations familiales commençant par « tu nous as fait honte » et se terminant parfois par des menaces de déshéritage. Mais la véritable tourmente était encore à venir. Le jeudi suivant, exactement 1 semaine après l'incident, Dorothy revint au Miller dîner. Elle n'était plus obligée d'être en fauteuil. Elle pouvait faire de courtes distances avec un déambulateur, mais elle avait choisi de se laisser conduire en fauteuil roulant. Elle voulait qu'ils voient exactement ce qu'ils avaient tenté d'humilier. La réaction fut immédiate. Les conversations se tarirent, les gestes se figèrent. Tous les regards convergèrent tandis que James la menait calmement à la table habituelle. « Bonjour tout le monde » dit Dorothy d'une voix nette. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Le silence fut de courte durée. Les 5 garçons pénétrèrent à leur tour dans le restaurant, pas par choix, mais contraints par leurs parents, comme convenu. Ils semblaient avoir pris 10 ans en 1 semaine.
Tyler s'avança le premier. Madame Patterson, je suis, commença-t-il, la voix étranglée. Pas encore, dit Dorothy en levant la main. Je veux d'abord vous montrer quelque chose. James brancha une tablette sur le petit téléviseur que le dîner utilisait pour diffuser les matchs. Sur l'écran, une compilation montée professionnellement commença à défiler. Extrait des caméras de surveillance des 3 derniers mois montrant les 5 jeunes s'en prenant non seulement à Dorothy, mais à au moins 6 autres personnes âgées différentes. Chaque date, chaque lieu, chaque victime clairement identifiée. Le restaurant entier resta figé dans un silence total. À la fin de la vidéo, plusieurs clients avaient les larmes aux yeux, non pas par compassion pour Dorothy, mais par une colère profonde envers ceux qui lui avaient fait subir ces abus. Vous n'êtes pas simplement des adolescents un peu idiots, déclara-t-elle finalement, sa voix résonnant dans le calme pesant. Vous êtes des prédateurs. Vous ciblez les plus faibles. Et j'ai une preuve de chaque instant. Brad éclata en sanglots. Jacques fixait le sol, incapable de relever la tête. Ryan tremblait de manière visible. Connor semblait au bord de la crise de nerfs. Tyler, le meneur, avait le teint livide. Assise à une table voisine, Patricia Williams se leva calmement. « Messieurs, je suis Patricia Williams, avocate. Je représente Madame Patterson ainsi que 6 autres familles affectées par vos actes. Nous avons réuni suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales et civiles qui pourraient non seulement bouleverser vos vies, mais également compromettre l'avenir de vos parents. » Le poids de ces paroles tomba sur les 5 garçons comme une condamnation silencieuse. Leur petit monde bâti sur l'impunité et les privilèges s'effondrait lentement mais sûrement, sous les regards de témoins bien réels, dans un moment gravé pour toujours. Dorothy les observait tous un à un, avec une expression nuancée. Ce n'était pas tout à fait de la pitié. C'était une forme de lucidité mêlée de compassion. Elle voyait en eux non seulement des coupables, mais aussi des adolescents ignorants, qui, jusque-là, n'avaient jamais eu à répondre de leurs actes. Elle marqua une pause. Et pour la première fois, les 5 garçons levèrent les yeux vers elle, avec dans le regard une lueur fragile, un mélange de peur et d'espoir. « Il existe peut-être une alternative, » reprit-elle. Ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'est que Dorothy ne cherchait pas à les écraser. Elle voulait les changer. Contrairement à eux, qui jugeaient les autres sur leur apparence ou leur faiblesse apparente, elle voyait encore une part de potentiel, même chez ceux qui l'avaient humiliée. Le plan élaboré par elle et Patricia n'était pas motivé par la vengeance, mais par une volonté de reconstruction. Reconstruire 5 jeunes esprits perdus, et, ce faisant, éviter que d'autres ne subissent leur violence à l'avenir. Mais avant cela, ils allaient devoir toucher le fond. Le vrai. Celui qu'on creuse soi-même, pelleté après pelleté. Et ce fond-là, il s'en rapprochait bien plus vite qu'il ne le pensait. Le meilleur chemin, dit-elle en les regardant droit dans les yeux, c'est celui où vous comprenez enfin ce que signifie subir de vraies conséquences. Patricia ouvrit un second dossier. En plus des poursuites que j'ai mentionnées, nous avons compilé un document que vous trouverez, disons, très révélateur. Elle distribua à chaque parent une copie imprimée. Il s'agit de l'historique complet du comportement de vos enfants sur les 3 dernières années. 17 victimes. Toutes identifiées, toutes documentées, M. Morrison tournait les pages d'une main tremblante, son visage virant au rouge sombre. Tyler, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as aussi fait ça à M. Chen ? Papa, je peux tout expliquer. James ralluma sa tablette. Et ce n'est pas tout. Hier soir, j'ai eu des échanges avec le conseil scolaire, le shérif du comté et 3 journalistes locaux intéressés par un dossier sur les abus répétés envers les personnes âgées dans notre communauté. Brad commença à respirer trop rapidement. « Vous allez publier tout ça ?» demanda-t-il, paniqué. « Non », répondit calmement Dorothy en levant la main. « Ce sera à vous de le faire. » Patricia prit le relais, d'un ton glacial. « Vous avez 48 heures pour enregistrer des vidéos publiques. Dans chacune, vous devrez reconnaître vos fautes, présenter des excuses nominatives à chaque victime et vous engager à effectuer 500 heures de service communautaire dans des maisons de retraite et des centres pour personnes âgées. Ces vidéos devront être publiées sur vos propres réseaux sociaux. C'est impossible, protesta Connor. Ça ruinerait notre image. Exactement, répliqua James en croisant les bras. Vous avez détruit la dignité de plusieurs personnes. Il est temps de découvrir ce que ça fait. Et si on refuse ? Demanda Tyler, tentant de garder contenance. Pour la première fois depuis le début, Dorothy esquissa un léger sourire. Alors Patricia lancera les procédures judiciaires dès demain matin. Conformément à l'article 47 du Code pénal du Texas, vous serez poursuivi au pénal. Vos parents au civil. Et je m'assurerai que chaque média de cette région sache exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Un silence glacial s'abattit sur la salle.
Les 5 garçons tournèrent un regard suppliant vers leurs parents. Mais ils ne trouvèrent que déception et honte. Monsieur Hansen fut le premier à réagir. Brad acceptera les conditions. Et il remplira chaque minute de ses 500 heures. Un à un, les autres parents firent de même. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Le dossier préparé par Dorothy était irréprochable. Résister aurait été un suicide, social et judiciaire.